C'est parti pour notre grand débrief, le grand débrief de Smartech avec autour de la table aujourd'hui pour commenter les actualités. Théma Seman, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris et Bruxelles. À côté de vous, Julien Pillot. Bonjour Julien. Bonjour. Enseignant-chercheur en économie, Alain Garnier, CEO de Jamespot. Bonjour Bonjour. à tous. Bonjour à tous ceux qui nous suivent pour cette première en direct de Smartech, première en direct pour ce grand débrief. Alors, de quoi va-t-on parler? On va confronter nos points de vue sur l'affaire JP, Jean-Paul Manoff. On va nous interroger. Je vais vous interroger quand même sur votre point de vue. Comment vous avez lu cette affaire cet été? On va parler aussi du programme Intelligence artificielle qui a été dévoilé par le président des États-Unis en plein cœur de l'été. Mais on commence avec l'IFA 2025, avec une petite longueur d'avance, puisque ce grand salon ouvre à Berlin demain, en Allemagne. On va regarder quelles sont les nouveautés qu'on y attend, mais tout ça, on va le faire d'abord avec notre premier invité, Romain Grasse. Bonjour, vous êtes connecté à distance avec nous, vous êtes le directeur commercial de LG Electronics, le géant coréen. Alors, c'est important ce salon, l'IFA, et cette édition 2025. Qu'est-ce que vous avez prévu de dévoiler? Alors, bonjour, tout d'abord. Effectivement, l'IFA reste est l'événement majeur de ce type en Europe. Et en fait, on est vraiment ravis d'y assister encore cette année pour présenter toutes nos nouveautés. Bien entendu, la grande ligne directrice de cette nouvelle édition sera nos nouveautés autour de l'intelligence artificielle et notamment le lancement de notre Eh oui. nouvelle plateforme LG ThinQ AI, qui permet d'accompagner et d'améliorer, grâce à l'intelligence artificielle et à l'ensemble de nos produits connectés, une nouvelle expérience et d'améliorer le quotidien de nos consommateurs, ce qui est la mission de LG. Bon, et là, on parle vraiment des usages au quotidien, parce qu'on parle d'électroménager. On a beaucoup de démonstrations sur cette IFA. C'est vraiment le grand rendez-vous mondial en cette matière et en matière d'électronique grand public. Vous avez parlé de cette plateforme. Expliquez-nous en fait ce que ça va changer d'avoir l'intelligence artificielle à la maison et comment vous voyez évoluer finalement cette maison connectée. Est-ce que vous avez l'impression qu'il va y avoir une vraie transformation des usages? Parce que ça fait tellement d'années qu'on en parle, on dit ça y est, on va avoir des assistants qui vont rendre les frigos, les lave-linges intelligents et tout ça. On a vu des petites fonctionnalités, on n'est pas encore vraiment dans une rupture. Alors, effectivement, c'est un vrai point. C'est-à-dire que depuis de nombreuses années, effectivement, les produits se sont améliorés et vous avez différentes fonctions qui vous permettent notamment de faire des économies d'énergie, de faire des économies d'eau, Ouais. d'avoir un meilleur rendement de votre appareil, une meilleure durabilité. Mais effectivement, là, on atteint peut-être pas le mot rupture, mais on est vraiment sur une évolution forte parce qu'aujourd'hui, en fait, on est sur quelque chose d'entièrement connecté. Et donc, en fait, on Qu'est-ce que ça va veut dire ça, venir entièrement accompagner, connecté? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ben, parlez d'agents IA typiquement, aussi maintenant pour l'électroménager, par exemple? exactement. Par exemple, dans votre cycle de linge, votre lave-linge aujourd'hui est capable de vous dire, ben, en fait, j'ai identifié qu'il y avait un pull en laine. Je pense que ce n'est pas le bon programme que on est en train de vous dire. Waouh, pas mal Et ça. donc, typiquement, il va vous suggérer le bon programme avec nos innovations. Mais là, on parle du futur ou on parle vraiment d'innovation qu'on va pouvoir s'offrir très prochainement? Alors, on parle d'innovations qui sont déjà présentes sur le marché, et notamment avec cette plateforme-là dont je parlais, la LG ThinQ AI, qui est disponible dès à présent sur certains de nos produits en France. Ouais, y compris en France. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un salon de l'électronique et de nouveautés comme ça pour la maison au quotidien? Vous en attendez quelque chose? Ah, d'abord, il va falloir apprendre à s'en servir. Je rappelle que la problématique du numérique, c'est d'abord l'usage. C'est vrai. Donc, on peut avoir des super outils qui sont inutiles, mais si je peux arriver à sauver mes pulls en coton et mes pulls en laine et les couleurs, le blanc et le noir de mes fringues, déjà, je serais plutôt assez contente. Ouais, c'est assez tentant, hein. Plus, On nous dit qu'il y a des lessives qui font ça très bien, mais pour l'instant, non, on est non, mais d'accord, ça ne marche si vous pas. vous trompez de programme, vous êtes quand même eu, hein, Exactement. donc Ouais. mais si en plus on peut avoir une aide pour, surtout, quand on a des journées très intenses pour arriver à structurer, ce qu'on doit faire, les rappels et les endroits où il faut aller. Peut-être aussi que les phobies administratives des uns et des autres qui sont quand même assez nombreuses pourraient être un peu mieux soignées que celles qu'elle n'est aujourd'hui. Julien, vous en attendez quelque chose d'un salon comme l'IFA? Parce qu'on est là, on est avant le CES de Las Vegas, où Mm. on va nous montrer plein de choses dans les voitures, les télévisions, les écrans. On est après Vivatech, où on a vu comment l'IA transforme l'entreprise, dans les logiciels beaucoup. Là, on est vraiment sur l'innovation très appropriable. Vous en attendez quelque chose? En tant que geek,
Et je pense que c'est ce qui nous réunit aussi très souvent sur le plateau de Smartech. Ouais. Évidemment que j'en attends toujours quelque chose de ces salons qui sont des grands moments d'annonce et qui arrivent à point nommé pour nous projeter sur un avenir qui est parfois proche, puis parfois un peu plus lointain, qui laisse aussi entrevoir des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles façons de faire les choses qu'on pensait pourtant immuables. Et tout ça grâce à la technologie. Après, en tant qu'économiste, moi, je rappelle que c'est des salons qui sont aussi là pour faire du business en coulisses, beaucoup de B2B, organiser la rencontre souvent entre des fournisseurs et des constructeurs, des producteurs. Et ensuite, en tant toujours qu'économiste, mais également en tant que citoyen, j'aimerais que l'accent soit parfois un peu moins mis sur la tech, et notamment en ce moment sur l'intelligence artificielle, et un peu plus sur la durabilité. Parce qu'il y a de vrais Mm. soucis en matière d'obsolescence programmée, si je puis employer les termes, qui posent des problèmes à la fois environnementaux, mais aussi qui posent des problèmes en matière de circuit économique, notamment de flux. En fait. Après, il y a des directives justement qui s'imposent aujourd'hui sur la capacité de fournir des pièces jointes, des pièces jointes, pardon, des pièces détachées. Oh là là, On je est suis trop dans le on est numérique, moi. là. Ouais, trop. Vous avez une réponse là-dessus sur la durabilité? Alors effectivement, je rejoins totalement l'avis partagé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, chez LG, on travaille à développer l'indice de durabilité, ce qu'on appelle en anglais sustainability, et de proposer les produits les plus viables et les plus forts sur sur ce segment. Oui, mais très Donc concrètement, ça veut effectivement, dire que c'est un cet agent IA, par exemple, il va m'alerter pour des points de maintenance, par exemple, sur l'entretien. Parce que, en fait, typiquement. quand on achète une machine, je ne sais pas, vous avez déjà lu le mode d'emploi pour voir comment fallait l'entretenir? Non. Donc, si on peut avoir un assistant qui s'en occupe, ça pourrait être intéressant. En même temps, on a tort de pas lire le mode d'emploi, mais Il il est tout trop à long, fait, trop tout compliqué. à fait, mais on ne le fait pas quand même. C'est tellement simple a priori à utiliser qu'on ne fait pas cette démarche. Alain, sur l'IFA? Moi, et puis sur le fait, effectivement, de tous ces objets connectés, en fait, ils sont connectés à Internet, mais le problème qui leur monte aujourd'hui, et donc avec nos smartphones, c'est d'être connectés entre eux. Oui. Moi, par exemple, j'ai un lave-linge et un sèche-linge. Moi, ce que je veux, c'est à un moment donné quelque chose qui prenne les éléments qui sont dans l'un pour les mettre dans l'autre. Voilà, mais là, il vous faut un humanoïde. Et voilà. Et bon, moi, la vraie voilà. rupture, on voit bien les trucs tendanciels. Là, cet été, on était en vacances, on a vu des lave-vaisselle plus sophistiqués les uns que les autres. Là, on était dans nos locs. On voit bien qu'effectivement, il y a pas mal d'intelligence dedans. Voilà. C'est pas toujours simple de s'en servir parce qu'effectivement, il y a pas mal de DE. Mais Et qu'on ne lit pas le mode d'emploi. et le mode d'emploi. Mais par exemple, moi, j'ai beaucoup utilisé l'IA cet été pour m'en sortir. Hein, c'est tout, hein, je pose des questions. Je suis devant telle lave-vaisselle, machin, qu'est-ce que je dois faire comme programme? Et on règle le problème collectif de quel programme on va mettre. Mais la vraie question, c'est quand est-ce que les assiettes et les verres remontent dans le placard sans qu'on le fasse nous? Mm. Donc en fait, moi, je pense que la rupture, et on la voit arriver, moi, c'est ça que je regarde beaucoup et que je suis beaucoup, c'est ces robots humanoïdes. Peut-être un peu lent, peut-être au départ un petit peu disgracieux, mais enfin qui à un moment donné, s'il passe mon linge d'un côté de l'autre, c'est une vraie opération qui pour le coup, parce que c'est pas parce que j'ai une alerte smartphone alors que je suis à l'extérieur que je vais pouvoir le faire. Donc il faut voir qu'à un moment Alors moi, donné... j'ai bien suivi cet été, il y avait des nouvelles vidéos justement d'humanoïdes qui étaient capables de prendre le linge dans un panier, de le mettre dans une machine. Ça, c'était assez spectaculaire parce qu'on ne se rend pas compte qu'il soit totalement autonome dans ses manipulations. C'est extrêmement complexe. Je ne sais pas si chez LG, vous avez présenté ou vous allez présenter un humanoïde, mais après tout, moi, j'ai toujours quand même cette question de est-ce que l'humanoïde est vraiment le plus pertinent pour réaliser certaines tâches? Moi, j'aime bien l'idée quand même d'avoir encore un super robot aspirateur, voilà, qui est la tête d'un truc qui aspire bien partout chez moi, quoi. Romain Grasse, en matière de questionnement sur le futur de la domotique, finalement, via les humanoïdes ou via des robots hyper spécialisés? Quel est votre point de vue Alors, chez LG? Pour répondre aujourd'hui, déjà, comme je le disais, nous avons des applis qui font que votre lave-linge répond à votre sèche-linge et se coordonne sur différents cycles. On n'a pas encore le robot qui déplace le linge. Ouais. Là, on nous en parle très souvent. Mais par exemple, à l'IFA, là, on va présenter un nouveau robot aspirateur qui, grâce à l'IA, va être capable de détecter les obstacles et éviter de buter et d'abîmer le robot. Donc, typiquement, effectivement, l'IA corrobore cette domotique et développe les usages.
Eh ben, merci beaucoup Romain. On continue, nous, à commenter l'actualité et on vous laisse préparer ce salon important. À très bientôt. Merci d'avoir été dans Smart Tech, dans notre grand débrief en direct. Alors, le sujet que je voulais aborder absolument avec vous, c'est la mort en direct sur la plateforme Kik du streamer français Raphaël Graven, connu donc sous le pseudo Jean-Paul Manoff. Je voulais avoir votre lecture de cette affaire. On commence par qui? Julien? Bah, je vais forcément avoir une lecture assez économicisante de l'affaire et rappeler que derrière ces plateformes, il y a de la concurrence et que ces plateformes, pour être performantes, pour pouvoir percer, pour pouvoir avoir des créateurs de contenu qui posent des contenus et ce de façon extrêmement régulière, suivre une concurrence extrêmement forte. Et dans le cas de Kik, la politique de la plateforme, c'était de rémunérer les créateurs de contenu jusqu'à 95% des abonnements qu'ils arrivent à prendre, et ce, pour essayer d'être très attractifs dans une concurrence qui l'oppose à Twitch, où Twitch récupère entre 50% et 70% du produit des abonnements. Donc on comprend bien qu'il y a une concurrence derrière économique pour attirer des créateurs de contenu qui eux-mêmes attirent de l'audience, et que ça pousse aussi ces créateurs de contenu à créer des contenus qui sont toujours plus addictifs, qui vont toujours plus loin dans l'outrance ou dans le trash, de façon à se démarquer dans un magma concurrentiel de tous les instants. Et à la fin, ça peut donner des drames. Et on en a vu un en direct pas plus tard que cet été. Donc, ce que vous remettez en question, c'est le modèle économique, finalement. Il n'y a pas que ça. Il faut qu'on parle de régulation. Mais il y a des personnes autour de la table qui seront mieux encore placées que moi pour en parler. Alors, Mais oui. c'est vrai qu'au départ, il y a quand même cette question de concurrence aujourd'hui exacerbée sur le plan économique qui pousse en fait les acteurs, qu'il s'agisse des plateformes ou des créateurs de contenu, à modifier leur comportement, et généralement plutôt dans le mauvais sens que dans le bon. C'est toujours cette question de l'économie de l'attention. Alors, effectivement, sur le point justice, Clara Chapaz, donc, a tout de suite, quelques jours après, a annoncé, a déclaré: Kik est mon combat, j'assigne la plateforme en justice. Il y avait déjà une enquête qui était ouverte. Par quel bout il faut prendre cette affaire, en fait? Parce qu'on n'a pas pu éviter le pire. Alors, d'abord, moi, je trouve qu'elle était assez révélatrice et j'espère qu'elle sera assez vertueuse sur la suite de ce qui va se passer sur le contrôle des contenus. En préalable, je voudrais dire, on a déjà, et c'est pareil que la machine à laver d'ailleurs, des régulations dans tous les sens extrêmement compliquées et plus personne ne sait par quel bout les prendre ni qui est responsable. Alors qu'en fait, moi, je dis depuis très longtemps qu'en matière de numérique, la seule chose dans laquelle on n'a pas le droit, c'est la paresse. Parce qu'on a tous les outils dont on a besoin, il faut apprendre à s'en servir pour aller vite et pouvoir régler une problématique. Alors, on a une problématique de l'économie de l'attention et de la concurrence, mais après tout, on n'est pas au Far West. Il y a des règles. On n'autorise pas la vente de la cocaïne en air libre au prétexte que c'est rentable. Donc, c'est pareil pour le numérique. Mais est-ce que c'est une question de paresse ou une question de courage? Non, c'est une question de capacité d'imposer nos règles? Non, je pense que c'est une question de... D'ailleurs, la seule chose qui m'a gênée dans l'intervention de la ministre et de l'Arcom, c'est cette espèce de message de l'impuissance qui est la dernière chose qu'on puisse faire alors qu'il y a des moyens de pouvoir travailler. Et pour prendre leur défense, ce n'est ni à la ministre du numérique ni à l'Arcom de faire les poursuites habituelles qu'on doit pouvoir faire, les signalements, etc. etc. On a aujourd'hui différentes règles dont il faut apprendre à s'en servir et qui doit interpeller pour s'en servir. On a la loi LCEN qui aurait pu servir aujourd'hui. Exactement, qui n'est pas si récente, modifiée par la loi SREN, qui permet des procédures accélérées en saisissant le juge judiciaire pour faire enlever un contenu. C'est d'ailleurs ce que la ministre a utilisé aujourd'hui. On a eu un parquet saisi à Nice qui a quand même convoqué les 2 streamers et qui les a mis en garde à vue et les a libérés au prétexte qu'il n'y avait pas de plainte de la personne qui subissait les sévices. Ouais. Aux dernières nouvelles, je rappelle le principe du droit pénal. Le droit civil, c'est la problématique entre des individus ou des personnes morales ou physiques dans leur intérêt personnel. Le droit pénal, c'est l'intérêt de la société. On n'a pas besoin de plainte pour poursuivre. Donc là, par contre, on voit bien le bug. Déjà, le matériel a été réquisitionné, il y a eu quand même des actions de la justice. Ils n'ont poursuivi personne, ils n'ont arrêté personne, ils n'ont pas saisi le juge judiciaire
pour faire cesser Ouais. ce qu'on voyait en direct. Ce qu'on voyait en direct, finalement, je rappelle, le numérique, c'est que la vision exacerbée et amplifiée de quelque chose qu'on connaît. De quoi il s'agit? D'une personne fragile mentalement et Il y en avait des deux, en bullies l'occurrence, d'ailleurs, deux personnes. et de brutes qui s'amusent à le martyriser sous l'œil goguenard de gros lourds qu'on voit dans toutes les cours de récré. Non mais pardon, mais c'est ça quand même. Hein. Simplement, c'est totalement amplifié. La bonne nouvelle quand c'est amplifié, c'est qu'on peut l'arrêter vite. La vraie question, c'est qui aurait dû saisir et saisir qui? En saisissant le parquet de Nice, on se prive de la compétence du parquet en charge de la cybercriminalité qui est à Paris, le Junelco, qui aurait sans doute eu, eux, tous les instruments qui permettaient de poursuivre. Mais là, on parle de poursuivre les personnes, on est bien d'accord? On ne parle pas de poursuivre la plateforme? Alors, sur la plateforme, là, ce qui m'a aussi gêné, sur la remarque de l'ARCOM, là aussi, il faut apprendre son droit. Le DSA est assez clair. Si vous n'avez pas de représentant en Europe, tout le monde est compétent. Si vous avez un représentant en Europe, c'est le pays d'émission qui est compétent. Puisqu'ils n'avaient pas de représentant à Malte encore, ils n'ont toujours pas d'ailleurs, hein, je vais Non, ils remarquer. sont en train de l'installer en Mais urgence. c'est génial. Ouais. Ça veut dire que la France peut invoquer sa compétence. On a eu le problème, je crois que vous avez fait des émissions là-dessus, sur la problématique du contrôle des enfants sur les sites pornographiques. Le problème que l'on avait pour les gros sites C'est la pornographiques, c'est confrontation qu'ils avec l'Europe. étaient Eh oui, à Prague. Là, il n'y a pas de représentation, il n'y C'est a vrai. pas de problème de compétence, on peut y aller. exact. On pouvait aussi, moi je suis le gouvernement, j'appelle le gouvernement australien en disant non mais attendez, on a un problème. Il y a plein de choses à faire. Et enfin, là tous les juristes commencent à se dire, parce qu'on l'a tous eu dans nos grands os des libertés individuelles, la jurisprudence Morsan-sur-Ange avec le nain dans la projection du nain, le lancer de nain. Non, c'est nain. Le nain était d'accord, mais quand même, le préfet dit non, mais ça suffit, Ouais. on ferme. Donc mes collaborateurs me disent oui, mais d'accord, mais le préfet, un lieu physique, il est compétent. Je dis bah oui, le préfet n'est qu'un service déconcentré de l'État, ministre de l'Intérieur, on saisit, on regarde. Je ne cherche pas à pointer les responsabilités, je cherche à J'allais dire là, vous dites, Non, non, aujourd'hui, on a tout on a tout, la question pour prendre les bonnes et décisions on en a et tellement. agir, mais Et on on fait en a pas. tellement qu'on ne sait pas quoi faire. Et quand on regarde chronologiquement ce qui s'est passé, en décembre, on a une première alerte. Mediapart fait un Ouais. documentaire. La Ligue des droits de l'homme interpelle les ministères. Et on est dans un truc en disant, mais qui doit faire quoi? À nouveau, si l'ARCOM et le ministère sont l'autorité qui doit gérer tous les dossiers, on ne s'en sert pas. Celui-là, il est médiatique, Alors, donc on s'en mais sert pas. là, si vous Donc- lancez sur l'ARCOM, le régulateur, là, attention, vous appuyez Donc sur c'est un bien une bouton. question de... Je suis inarrêtable, mais je signalement. voudrais qu'on Oui, bien donne sûr, aussi bien la sûr. parole à Alain sur, Bien sûr, bien sur sûr. cette affaire. Comment vous l'avez lu, vous? Bah déjà, moi, j'étais très attristé de ça, parce qu'il faut quand même rappeler quand même qu'il y a quand même tant de misère humaine, et puis faire de l'argent sur le dos quand même de la misère humaine, et effectivement du harcèlement, c'est quand même terrible. Et puis après, je me suis demandé est-ce qu'effectivement, De la maltraitance on avait été vite physique. ou pas par rapport à ça. Et finalement, moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire sur le côté juridique, etc. Par contre, on est baigné dans un bain qui est quand même un peu différent. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les gens de la tech, en général, je ne parle pas que de la ministre, mais en général, sont aussi soumis à une autre problématique, c'est effectivement l'argent, il est là, et je rappelle que les États-Unis ont une position totalement contraire à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que dans le free speech et dans le tout est possible au niveau du système numérique, c'est ça qui est en train de se faire. Je rappelle que Trump est en train d'attaquer au bazooka le fameux DSA qui a été mis en place pour justement faire cette espèce de logique de les plateformes sont responsables à un moment donné et doivent répondre, parce que je rappelle que si les serveurs sont je ne sais où et qu'on ne peut pas les saisir, à un moment donné, le préfet et les gendarmes, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc il y a un moment, où il faut qu'il y ait de la part des opérateurs techniques le fait qu'à un moment donné, on fasse justement des actions qui sont locales, parce que sinon on est obligé de couper l'intégralité du service. Bon, et même ça, on ne sait pas faire en France. On ne sait pas couper un service complet. Non, il y a pas, on n'est pas comme les Chinois avec justement un firewall complet. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait aussi une volonté mondiale de ça. Or, là, aujourd'hui, il y a des coups de boutoir, en particulier américains, qui vont. Oui, mais on a à quand même l'envers des de ça. moyens d'action. On les Oui, a, mais on ce que les je veux a dire, c'est rappelés que- et on a des moyens Alors, d'action. je vais le dire autrement. Avec la justice, on a des points de signalement. D'ailleurs, la ministre a rappelé les points de signalement qui existent
en France. Mais le problème, c'est qu'on manque énormément de Alors, moyens. c'est pas un problème de Alors, moyens, c'est que je pense que les politiques français comme de- les politiques européens pensent que de toute Ah, si, façon, si, ils ont si, plus si à vous perdre recevez- vis-à-vis d'un Si vous d'aller contre écoutez le. Faro, si vous écoutez Point de Contact, si vous écoutez e-enfance, on a un problème aussi d'efficacité, de coordination aujourd'hui Oui. de ces points de signalement. On a quand même un problème au niveau de l'expertise et des moyens en justice pour traiter l'ensemble de ces sujets. Et moi, la question, puisque quand même je ne peux pas ne pas réagir sur l'ARCOM, il y a une pétition qui a été lancée à cette occasion pour la suppression de ce régulateur. Comment peut-on imaginer qu'un régulateur puisse surveiller l'ensemble des contenus qui sont diffusés sur Internet, qui fasse le même job que ce qu'il a fait sur quelques chaînes de télévision? Bon. Et puis, est-ce que c'est de sa responsabilité aujourd'hui, finalement, de traiter ce genre d'affaires? Julien. Justement, à ce sujet, il y a une énorme hypocrisie qui vient des opérateurs du numérique. Il y a aussi, je pense, moyen de les rappeler à ce qu'est l'éthique des affaires, quand même un minimum. Si je fais un parallèle avec ce qui se passe chez les casinotiers, dans un système parfaitement analogique, on a des casinotiers qui sont capables d'interdire d'accès au casino des gens qui sont convaincus tout simplement d'addiction. Et ils ont même des soutiens psychologiques pour accompagner les gens justement dans la résolution de leurs problèmes d'addiction. On va me faire expliquer et on va me faire croire que les plateformes numériques, avec toutes les données dont elles disposent, ne seraient pas capables de très vite identifier des contenus problématiques et des comportements problématiques de la part des gens qui consultent ces contenus-là pour les faire très rapidement Là, suspendre. pour le coup, il y a vraiment une autorité spécifique sur les jeux en ligne. Internet, c'est très vaste. Théman, parce qu'après, on va passer aux Juste États-Unis. Très rapidement, parce que moi, je co-dirige un groupe de travail sur la liberté d'expression, justement, dans le numérique, justement, pour regarder comment on peut faire fonctionner nos systèmes. Par rapport à ce que vous dites, les grandes plateformes, elles jouent plutôt le jeu. Le DSA est fait pour ça. En fait, à votre question, et aux problématiques de moyens, on a toujours des problématiques de moyens si on les met de côté. Le DSA dit quoi? Le DSA dit, on alerte la plateforme prend la décision. Si on n'est pas content de la décision de la plateforme, on va dans l'ARCOM. Si on n'est pas content de la décision de l'ARCOM, on va devant le Conseil d'État. C'est écrit, c'est pas si compliqué. Pourquoi on fait ça? Parce que le législateur européen, et donc tous les pays européens, ont parfaitement conscience que l'amplitude et la vitesse des contenus ne permet pas. Vous n'allez pas embaucher 100 millions de juges ou 100 000 personnes dans l'ARCOM, c'est pas possible. Qu'ils mettent en place des mesures de prévention, de modération et de contrôle. On peut et on va revenir sur Kik. Le problème de Kik, c'est quoi? Le problème de Kik, c'est qu'on arrive dans une économie où les grandes plateformes sont challengées par plein de petites plateformes qui ne sont pas dans le monde de je collabore, je fais partie d'une société et je joue mon jeu à la marge. Donc si on arrive et le problème qu'on a en France, c'est moins un problème de régulateurs et de moyens qu'un problème de coordination pour faire appel à l'ensemble des parties prenantes, les plateformes, les associations, les enseignants, tout un monde qui doit collaborer de manière à pouvoir traiter très rapidement ce qui est en zone noire et en zone blanche. Ça, c'est bon, c'est oui, c'est non, pour pouvoir se focaliser sur ce qu'est la zone grise. Dans cette affaire-là, on était clairement en zone noire quand même. Ça, c'est sûr. On passe très vite à l'actualité aux États-Unis. Bon, la grande actualité, c'est quand même ce plan intelligence artificielle qui est lancé par Donald Trump, qui vient complètement en rupture, non seulement avec ce que nous, on fait en Europe, cette approche par les risques, mais même avec ce qu'avait proposé Biden avant lui. 3 objectifs, donc accélérer sur les développements aux États-Unis, favoriser l'export et puis chasser les biais. Alors ça dépend de quel côté on se trouve pour les biais idéologiques. Il y a 90 mesures qui vont être comme ça, qui vont faire leur apparition aux États-Unis. Est-ce que vous vous dites, enfin je ne sais pas, quelle est votre interprétation là-dessus? Parce qu'un des messages, c'est de dire il faut vraiment qu'on fasse la course en tête, nous, Américains. J'ai envie de dire, c'est déjà le cas quand même. Donc, oui, mais ils veulent faire la course en tête comme ils le font pour Internet aujourd'hui. Quand on voit qu'à peu près, on a des chiffres à 80%, on parle d'audience, c'est uniquement des grandes plateformes américaines. Ce qu'ils veulent, c'est non seulement pas être devant, ils veulent carrément qu'il n'y ait personne derrière. Donc en fait, c'est une logique de suprématie dans laquelle non seulement il y a une question effectivement de capacité qu'ils sont en train de construire, mais ils nous font même payer ça. Trump exige, par exemple, 600 milliards de l'Europe de financement de ses actifs. C'est-à-dire qu'on va acheter, nous, ces produits. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de précommande européenne. C'est ce qu'on a encore concédé, là, 600 milliards. Donc en fait, là, pour le coup, Trump fait de manière à la Trump ce qui s'est passé pour les autoroutes de l'information dans les années 90, c'est-à-dire,
nous serons dominants, mais dominants au sens, il n'y a que nous. Ouais. Voilà. C'est une vraie colonisation. On parle souvent de colonie. Oui, c'est une Ils logique. parlent d'imposer leurs Voilà. standards, d'en faire Voilà. une référence, en fait. Cette Et série à américaine. nouveau, dedans, il y a supprimez-moi le DMA, supprimez-moi le DSA, supprimez-moi toutes les règles. Je ne veux aucune règle en Europe. Vous êtes sur notre territoire juridique. C'est en ce sens-là où tout à l'heure, moi, je considère que, c'est ça que je faisais le lien entre les deux histoires, finalement, nos politiques sont déjà en train d'accepter ça. Parce que moi, je discute avec ces ministres, ils sont dans cette perspective-là. Ils ont déjà accepté la domination. On a déjà cédé. On a déjà cédé. Donc, sur les questions de droit du sujet précédent, c'est pareil. Donc, quelque part, Trump joue sa partie. Et franchement, là, il est en train de la réussir. Hein. Si on regarde d'un point de vue économique, ce qu'il veut, Ouais, ce sauf qu'il veut si on faire. finit Voilà. par réagir. Julien, 1 minute. En 1 minute. Voilà. Top chrono. Non, je vais abonder complètement dans le sens d'Alain. Rappelez que Trump a fait de l'IA la volonté en fait d'hégémonie dans la sphère numérique comparable au dollar dans la sphère monétaire. Donc il y a un vrai parallèle stratégique à ce niveau-là. Et effectivement, ils reculeront devant rien. Et quant à savoir si on est en capacité, nous en Europe, de pouvoir contrer le rapport de force qui nous est imposé par les États-Unis, il faudrait déjà qu'on soit en capacité de pouvoir produire ce dont on a besoin, notamment en matière de microprocesseurs ou de centres de données et de centres d'entraînement pour les intelligences artificielles qui soient comparables sur un rapport qualité-prix avec ce que les Américains sont déjà capables de faire. Avec l'avance qu'ils ont pris actuellement, en vérité, on ne peut pas vraiment s'opposer et on est plutôt dans un vrai dilemme du prisonnier en l'occurrence, où on est complètement dépendant de solutions qui nous sont imposées par On n'est pas par obligé de l'extérieur. faire la course de la même façon. On peut essayer d'imposer notre propre référence aussi. C'est Oui, c'est ce qu'on fait. 1 minute pareil Oui, sur oui, le non, sujet. mais- alors, je suis d'accord. Il faut se rendre compte du rapport de force que l'on a pour savoir comment. Le diagnostic est très important pour trouver les remèdes. On a quelques atouts, on a les talents, on a beaucoup de données, on a quand même. Mais on n'a pas les infras. On n'a pas les infras, on n'a pas le hard. Donc, il faut regarder, et je voudrais citer l'ancien directeur général de l'ANSSI, Guillaume Poupard, repris d'ailleurs par Macron. Chercher son indépendance, c'est choisir ses dépendances. Donc, il faut multiplier nos dépendances, trouver les bons partenaires. On n'est pas dans un monde homogène, y compris aux États-Unis. Ils sont quand même beaucoup en train de s'affronter. On doit pouvoir trouver, et c'est d'ailleurs pour ça que Trump fait son AI Exportation Stack, parce qu'il sait très bien que tout le monde va essayer d'éviter une technologie trop dominante et qu'il essaye de l'imposer. On a les moyens, c'est un peu le village gaulois, hein, mais on a beaucoup de villages gaulois. Donc, on devrait pouvoir trouver En tout cas, des accords avec des partenaires américains. Et puis on peut qui joueraient peut-être le jeu avec retenir nous. la leçon que même quand on fait la course en tête, la bataille n'est jamais gagnée. Donc ça vaut aussi pour nous. Voilà, réveillons-nous. Absolument. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce Smart Tech en direct. C'était le grand débrief. À très bientôt.